Il est 11 heures. On va très simplement commencer ce webinaire, et notamment par rapport aux gens qui sont avec nous. On a choisi un petit peu ce thème de l'entreprise libérée. En 2015, Marc Chauvet s'est posé ces questions, des questions qui l'ont amené à s'engager dans la transformation de plusieurs usines du groupe CGR en France et puis à l'étranger. Avec le recul, et maintenant il en a, puisqu'il a quitté ses fonctions, il a mis en place et il a ce recul, il peut nous dire très simplement, de manière libérée aussi, quels sont les intérêts de l'entreprise libérée, comment bien mener un projet de transformation et quelles sont les conditions nécessaires du succès. Se poser aussi la question de savoir si un patron peut devenir un leader libérateur. Voilà peut-être ce qu'on peut attendre de ce webinaire et de ce retour d'expérience qui est vraiment très, très riche. Marc, je vous laisse la parole pour que vous présentiez un petit peu votre parcours d'abord et puis ensuite l'expérience de cette entreprise libérée. À vous la parole. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, Marc Chauvet, j'ai 69 ans. Professionnellement, donc j'ai un diplôme d'ingénieur arts et métiers au départ. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie automobile, dans la sous-traitance automobile chez Dusselier Valeo dans une première partie de ma vie. Ensuite, dans la machine-outil, deuxième partie. Et puis, dans les 20 dernières années, j'ai travaillé dans une ETI CGR International, qui va nous servir de support, là où j'ai mis en œuvre ce dont on va parler tout à l'heure. Donc, et là, j'ai quitté les fonctions, j'ai transmis il y a 3 ans. Donc, je suis encore assez proche de cette société. Et voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc, la société dont on parle, CGR International, fabrique des pièces métalliques à partir de fils ou de feuillard pour l'industrie automobile, aéronautique, électromécanique. Il y a 19 usines réparties dans le monde, dont 12 en France, 1500 salariés, dont 700 en France. En 2019, c'était 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, bien sûr, 2020, il y aura moins. Et je vais vous parler plus précisément de CGR Saint-Yor, qui est une des 19 usines. Là où toute l'expérience d'évolution du management, ce que j'ai fait à CGR Saint-Yor. Donc, à CGR Saint-Yor, il y a une centaine de salariés. Et en 2019, il y avait environ 19 millions de chiffre d'affaires. Et on travaille principalement, exclusivement pour le secteur automobile, des pièces à partir de fils ou de tubes. Voilà pour ce qui est de l'entreprise. Donc, si je commence un peu à expliquer tout le parcours, dans le siècle précédent, c'est l'organisation du travail avec la répartition des tâches par service, où chacun avait un rôle bien précis qui structurait l'entreprise. Donc, il y avait des services commerciaux, achats, production, qualité. Et pour faire fonctionner ces services, des règles et des instructions ont été mis en place. Donc, il y avait des organigrammes, des définitions de fonctions, des procédures, des instructions, qualité, des instructions techniques. Voilà, donc tout un tas de règles qui permettent encore, dans les entreprises traditionnelles, de s'organiser et de travailler ensemble. Alors, ce système d'organisation a permis de très très forte évolution, et en particulier dans la première partie du XXe siècle, dans les pays comme la France, ça a permis une
très grande population issue du monde paysan, d'intégrer le monde industriel, hein, des gens qui n'avaient pas de culture industrielle. Donc, on leur expliquait, on leur donnait des tâches assez précises et des instructions assez précises. Voilà. Donc, la deuxième partie a permis aussi d'améliorer très fortement les performances de l'entreprise, en particulier les performances qualité, les performances de productivité. Et aussi, depuis une trentaine d'années, enfin, moi, par exemple, à CGR, on a démarré des usines à l'étranger. Et quand on applique une organisation très précise, c'est assez facile d'arriver dans un pays émergent. Enfin, ça facilite l'arrivée en disant, voilà, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Donc, ça a permis de développer plus facilement des industries dans des pays émergents. Ensuite, dans les années 80, il y a eu une autre étape qui est arrivée, en particulier qui nous est venue pas mal du Japon, où on s'est rendu compte que bon, le terrain était l'endroit où il y avait les problèmes. Donc, c'est cet endroit-là où on a favorisé toutes les analyses et les discussions, et on a mis en place beaucoup de nouveaux outils de résolution de problèmes. Et en même temps, on a impliqué beaucoup plus les opérateurs sur la poste de travail afin d'améliorer fortement les performances d'entreprise. Donc, beaucoup de gens sûrement d'entre vous, connaissent ces outils-là, donc 5S, PDCA, SMED, enfin, tous les outils qu'on peut mettre dans le chapeau du Kaizen, de l'amélioration continue, du lean management aussi. Donc, c'est tous ces outils-là qu'on a vu arriver dans les années 80 et qui se sont beaucoup développés, en particulier dans l'industrie automobile. Alors, on peut peut-être aussi rajouter la démarche qualité qui, dans ces périodes-là, ont commencé à émerger fortement. Oui, tout à fait, oui. Enfin, c'est inclus là-dedans. C'est-à-dire que dans la performance qualité, effectivement, la démarche qualité, la qualité a pris une place. Enfin, c'est lié, hein, toute la démarche qualité, la démarche d'amélioration est associée à tous ces outils-là. Je dis ça parce qu'elle a eu une communication probablement plus forte que beaucoup d'autres outils, tout en étant dans la même démarche. Oui, oui, oui. Mais les outils PDCA, 5S, tout ça, c'est des outils, effectivement, qu'on peut inclure dans les outils d'amélioration de qualité, oui, bien sûr. Ouais. Oui, la qualité a pris une place très, très forte, notamment depuis les années 80. Donc, ça a permis de très fortes améliorations. On a franchi un nouveau cap dans les performances, notamment, effectivement, de qualité. Alors, limites et inconvénients. Alors ça, c'est tout ce que je vais vous dire, d'ailleurs, c'est mon constat. Hein. Mais moi, j'ai trouvé que peu de personnes s'épanouissent réellement dans leur travail. C'est-à-dire qu'on a beau améliorer, bon, il y a quand même peu de personnes qui s'épanouissent réellement. Le dialogue social reste assez pauvre et loin du terrain, alors particulièrement, je trouve, en France. C'est un peu le royaume des hommes providentiels et de ceux qui savent tout. Bon, quand on parle notamment de démarches d'amélioration, de démarches qualité, il y a eu l'éclosion de beaucoup de sociétés de services qui ont vendu comment faire mieux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de conseils qui sont mis en place et qui se sont déployés là. Alors moi, j'appelle ça un peu, de façon un peu peut-être caricaturée, de ceux qui savent tout. C'est aussi les experts du comment, hein, comment il faut améliorer. Je vais vous donner des outils pour améliorer. C'est aussi le royaume des petits chefs. Alors, je ne sais pas si tout le monde a connu ça, mais moi, j'en ai connu pas mal dans ma vie. C'est des gens qui ont été… Enfin, donc, dans une organisation traditionnelle,
il y a une hiérarchie des chefs. Et de temps en temps, enfin, pas toujours, mais assez souvent quand même, il y a ce que j'appelle un peu des petits chefs. C'est des gens qui ont été mis là, qui sont là qui n'ont pas une valeur ajoutée en tant que telle, mais qui sont là pour organiser le travail des autres, penser un peu le travail des autres, et qui, au fil du temps, se sont créés un besoin et qui, souvent, ça arrive, hein, confisquent le pouvoir, si j'appelle ça. Voilà, donc un peu ce que j'ai trouvé comme, au fil du temps, les inconvénients de… Alors, si on creuse un peu cette chose-là, il y a des gens qui ont étudié toutes ces choses-là, et en particulier sur l'implication des employés. Et notamment, il y a eu des études qui ont été faites dans les années 2000-2010. Et bon, il y en a une, l'Institut Gallup, là, qui a étudié. Il classe les salariés en 3 catégories. Les gens activement engagés. Donc, c'est les gens qui, tous les matins, ils vont au travail en se disant comment je peux aujourd'hui faire pour améliorer les performances de l'entreprise. Voilà, ils se posent souvent des questions en disant comment je peux faire pour que l'entreprise aille mieux. Alors, la deuxième catégorie, c'est les gens activement désengagés. Donc, c'est les gens qui sont malheureux au travail et souvent, ils expriment leur malheur en embêtant leurs collègues, en embêtant le patron. Voilà, ils bien me connaître tous. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est les désengagés. C'est tous les jours, ils viennent au travail pour faire leurs heures, pour la paye, bien sûr, parce qu'il faut bien vivre, pour faire ce qu'on leur dit. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez un avis sur le pourcentage dans les 3 catégories, mais c'est quelque chose qui, quand je l'ai lu il y a 5 ans, ça m'a interloqué. Donc, ce que dit l'étude, et je crois que j'ai un peu arrondi en plus favorablement, c'est que dans la catégorie A, il y a entre 10 et 15% de personnes. Alors ça, c'est dans le monde occidental, hein, c'est-à-dire dans les pays les États-Unis, l'Europe, Australie, enfin toute la partie occidentale de l'industrie. Donc, dans la catégorie 2, dans les désengagés, une vingtaine de pourcents, et dans la catégorie 3, ceux qui viennent pour faire leurs heures ou faire ce qu'on leur dit, 65%. Alors, personnellement, c'est ce qu'il y a, quand j'ai pris connaissance de ça il y a quelques années, ça m'a… voilà, je me suis toujours intéressé à ces choses-là, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et effectivement, quand on réfléchit, quand on regarde un peu dans l'entreprise, on se rend compte que… Alors, ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, et puis c'est difficile à catégoriser, mais c'est quand même, on voit quand même qu'il y a un long travail à faire pour impliquer plus de monde et intéresser plus de monde. Marc, à ce stade-là, est-ce que quand on fait des entretiens individuels annuels avec les salariés, on retrouve ce genre de choses, ou en tout cas, alors on les a peut-être pas de la manière… Est-ce qu'on le ressent, ce genre de choses? Est-ce que ça correspond? Ouais. Enfin, oui, des entretiens ou même quand on discute avec les gens. Hein, voilà, on voit bien qu'il y en a certains, c'est facile de le dire, ils sont dans la 1, dans la 2 ou dans la 3. Bon, il y en a d'autres, c'est… Mais quand on en a conscience, moi, quand j'en ai pris conscience, effectivement, que ce soit les entretiens ou les discussions, je me suis dit, lui, ouais, effectivement, il est dans il peut être, parce que c'est pas une science, il peut être dans telle catégorie, et qu'est-ce qui fait que, voilà, il est dans ce cas-là, quoi. Donc ça, c'est des questions, effectivement, qui sont très intéressantes et très importantes de se poser. Enfin, voilà. Moi, ça a été ma révolution culturelle personnelle. J'avais toujours été intéressé par toutes ces choses-là, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. Vous voyez bien qu'un tel, forcément, qui venait au boulot pour essayer d'améliorer, il avait toujours des idées, ainsi de suite. Et puis, on
bien les autres suiveurs et puis un peu les emmerdeurs. Enfin voilà, on voit bien un peu ce genre d'analyse quand on le regarde, mais quand on a la conscience que ça existe et que c'est dans telle proportion, on regarde différemment. Donc, ce que je vais vous expliquer derrière, c'est suite à ça, ce que j'ai fait à Saint-Thior pour essayer de faire évoluer un peu tout ça. Donc, en 2015, j'ai entendu parler de l'entreprise libérée. Alors, je vais parler d'entreprise libérée. À Saint-Thior, on a changé. Ça s'est fait. On n'a plus appelé ça libéré parce que souvent, il y a des gens enfin, ça peut être connoté d'une façon un peu, plus ou moins bien, la notion d'entreprise libérée. Ce n'est pas une entreprise où on est libre de faire ce qu'on veut. Enfin, bon. À Saint-Thior, ils l'ont baptisé l'entreprise intelligente. Voilà. Bon. Donc, eux, ils appellent ça entreprise intelligente. On va rester sur le thème entreprise libérée, mais en 2015, j'ai rencontré un industriel qui m'a parlé de ça dans les Vosges, fabricant de machines, qui m'a parlé de ça pour la première fois. Et partant de là, je me suis un peu renseigné. J'ai aussi lu un article à l'époque sur Michelin, qui se lançait dans un changement de son mode de management. Et puis, début 2016, alors j'ai lu des bouquins, tout ça, et puis début 2016, on a décidé de se lancer, un peu de changer de système de management. On a regardé ce qu'ils faisaient ailleurs, et puis CGR, tous les ans à CGR, on fait un séminaire avec les autres usines du groupe, les autres directeurs, les autres dirigeants, enfin, une trentaine de personnes. Et on a donc choisi ce thème avec le directeur général. On a choisi ce thème et on a invité deux intervenants extérieurs. Donc, Isaac Goetz, qui est donc un prof d'université, prof à HEC, qui a écrit pas mal de bouquins là-dessus et qui a pas mal théorisé la notion d'entreprise libérée. Et puis Bertrand Ballarin, donc j'avais lu son article sur l'usine nouvelle, qui est le directeur des relations sociales chez Michelin. J'avais lu son article, je l'avais appelé, voir s'il était intéressé pour intervenir sur notre séminaire, et il l'a fait avec grand plaisir. On a pas mal échangé là-dessus. Voilà, donc on a fait ce séminaire et il nous a un peu expliqué ce qui se passait dans les entreprises qui se lançaient dans ces processus-là. À ce moment-là, Marc, est-ce que vous vous êtes dit avec Michelin, attention, quand une entreprise se met dans un spectre de travail, d'organisation, de philosophie même, elle peut demander aux gens qui travaillent avec de faire un peu la même chose, ce qui a été le cas d'ailleurs avec la démarche qualité. Mais est-ce que c'est une des questions que vous vous posez par rapport à vos clients finalement en disant c'est aussi une façon de nous positionner autrement? Le problème nous, ce qu'on sait, enfin, toutes les d'abord, ce qu'on lit dans toutes les entreprises qui se sont lancées dans cette démarche parce qu'elles y croyaient, ont réussi au moins pendant un certain temps. Hein. Et en particulier, je prends mon collègue, enfin industriel dans les Vosges, là, qui s'est lancé là-dedans. J'ai beaucoup discuté avec lui, je le connais bien. Et lui, il pense, hein, il croit que à terme, les gens qui se lanceront pas là-dedans auront des problèmes, par exemple par rapport aux nouvelles générations de salariés qui sont forcément plus les mêmes en 2020 quand elles étaient en 1960. Un ouvrier chez Michelin, par exemple, aujourd'hui, c'est plus un ouvrier. Par exemple, à Clermont-Ferrand, il y avait beaucoup d'ouvriers, un peu des Portugais, il y a eu une immigration forte. Voilà. Donc, l'approche du salarié en 2020, elle n'est pas du tout. Voilà, et on n'avait peut-être pas suffisamment évolué sur le côté management, je ne parle pas sur le côté outils. Donc, il y a eu cette prise de conscience de tous ces gens-là qui se sont dit,
d'une façon ou d'une autre, on ne peut plus travailler comme avant et on va essayer de réfléchir comment travailler autrement. Donc, ce n'est pas venu des clients, c'est venu de… Non, ce n'est pas venu des clients. Il y a même, je vais raconter une petite anecdote, mais même par rapport aux normes hein, et à l'ISO, par exemple. Hein, j'ai discuté hier soir encore avec mon successeur là, qui est en audit ISO là, hier et aujourd'hui. CGR Satior est en audit ISO et on est déphasé et décalé par rapport à ce que la norme, elle dit pas ça. La norme, elle dit il faut rester, enfin voilà, elle dit il y a des procédures, elle est très encore elle est à la norme. Et aujourd'hui, il y a des clients qui sont assez évolués. Par exemple, nous, on a Toyota qui est plus évolué que Renault, par exemple. Pour citer, on a Toyota et Renault comme clients à Saint-Thior. Et dans cette démarche, il y a des clients, ils sont très avancés, hein, assez avancés, comme Toyota, et puis d'autres qui ne sont pas du tout, comme Renault. Hein. Voilà, un peu Enfin bon, on y reviendra au fil du temps, et puis hein, je vais donc continuer. la norme n'est pas encore libérée non plus, ou alors elle n'est pas encore assez intelligente, quoi. Non, mais la norme, pour revenir à la norme, elle représente la moyenne des entreprises du milieu, par exemple, automobile, mais elle représente la norme du moment. Hein, elle ne représente pas la norme de 2030, elle sera différente de la norme de 2010. Voilà, elle évolue en fonction des évolutions d'organisation. Mais ce n'est pas elle qui anticipe. Hein, elle n'est pas innovante, la norme. Elle est normative. Ouais. Voilà, je ne sais pas si… Ici, en tout cas, ça montre qu'il faut déjà un peu de courage pour se lancer dans cette démarche, parce qu'elle va en télescoper une autre, notamment qu'on va rencontrer avec la marque ISO, quand on va se taper un audit. Alors, c'est marrant parce que l'auditeur ISO, qui audite aujourd'hui encore CGR, là, a parlé à Patrice, mon successeur, hier, et il lui a dit mais, parce que j'avais fait le dernier audit, Patrice, il n'était pas là, il y a 3 ans, je crois. J'avais fait le dernier audit avec cet auditeur et on avait beaucoup discuté parce que c'est quelqu'un d'ouvert, enfin, ainsi de suite, et j'avais beaucoup discuté de ça avec lui et il disait c'est bien, c'est un peu avant-gardiste, mais par rapport à la norme, c'est avant-gardiste, mais c'est très bien, ainsi de suite. Et il a redemandé, enfin, il a dit est-ce que M. Chauvet, vous avez suivi? Enfin, voilà, il a échangé, ça l'avait beaucoup marqué. Bravo. Donc, une définition possible de l'entreprise libérée que j'ai écrite. Après, c'est une entreprise, alors j'ai mis en rouge les mots-clés, c'est confiance aux hommes et aux équipes quant à leur capacité à travailler de façon autonome pour servir au mieux le client dans le cadre d'un projet de valeur partagée avec chacun. C'est une entreprise qui libère, alors c'est là où on retrouve la notion d'entreprise libérée, qui libère les collaborateurs de toutes les contraintes improductives créées au fil du temps par les entreprises traditionnelles. C'est une entreprise qui crée les conditions et l'environnement pour permettre à chacun des collaborateurs de s'épanouir dans son travail. Voilà un peu ce que moi j'ai mis derrière. Alors, comment on a avancé à Saint-Thior? Donc, on a lancé le processus en 2016. Et au début, bon, on s'est un peu cherché. Alors, il y a des gens, quand on lit les bouquins, tout ça, bon, ils disent, par exemple, bon, la confiance, on ne peut pas dire on fait confiance à des gens et puis leur dire vous pointez tous les matins pour voir si vous êtes à l'heure ou pas. Donc, alors, moi, j'avais déjà supprimé le pointage il y a longtemps. Mais par exemple, il y a pas mal d'usines à CGR où le pointage existe encore. Voilà. Alors, suppression du place de parking réservé, c'est-à-dire que, bon, il y en a qui disent, ouais, le directeur, il a une place de parking réservée, donc c'est un signe un peu de privilège, c'est pas bien par rapport à ça. Alors moi, j'ai supprimé ma place réservée, j'ai enlevé, mais ça a plutôt créé un conflit entre 2 personnes, c'est-à-dire, je me suis rendu compte au bout de quelques… bon, après avoir supprimé ma place réservée, ben, il y avait 2 personnes, elles ne se parlaient plus, 2 collègues, ils ne se parlaient plus. Et un jour, je demande à un des 2, là, mais pourquoi qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe avec un tel là, ouais, ça va pas, Daniel? Ouais, si, ça va, mais c'est quoi? Enfin bon, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il ne parlait plus à son collègue parce que c'était son collègue qui avait pris sa place enfin, ma place sur le parking, là, et il considérait que c'était un peu une offense. Enfin, lui, il était un peu traditionnaliste, ainsi de suite. Et l'image de son collègue, bah, voilà, il avait. Enfin, ça le choquait, quoi, qu'il ait pris ma place. Enfin, voilà. Donc, maintenant, c'est Marc, ça montre bien que quand on veut s'attaquer au symbole, et on en parle beaucoup dans notre société en disant bah, il y a des actes symboliques à mettre en place, le symbole, il n'a pas la même valeur pour chacun. Il faut aussi absolument. faire attention à ce genre de choses, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, ben, voilà. Donc, c'était un petit détail, mais c'était. Voilà. Alors, j'ai aussi fait des grandes réunions d'information, hein, pour expliquer un projet. Alors, je me suis. Enfin, souvent, ces grandes réunions-là, ça ne sert à rien, hein. Ce qui vaut mieux, c'est expliquer et agir en même temps. Parce que si on agit en même temps, si on explique ce qu'on va faire avec un plan, voilà. Donc, on a fait plusieurs choses comme ça. Donc, et après plusieurs essais un peu fructueux, on va dire, on a décidé, alors je tiens à préciser une chose, c'est que mon successeur, à cette période-là, il était déjà un peu plus ou moins connu, et donc je l'ai impliqué, ça va être important, mais j'ai impliqué dans toute cette démarche, et il a participé à tout ça dans la construction. Donc, on va associer chacun dans la construction du projet industriel qui le concerne. On va détailler tout à l'heure. Alors, ce qu'on a refait aussi, c'est que au niveau du groupe, on a revu la vision et les valeurs de CGR. Donc, voilà la vision de CGR. Et je vais insister un peu parce que c'est pas. Il en faut une aussi pour répondre à la norme, à l'ISO, ainsi de suite. Mais là, on a un papier pour répondre à l'ISO, mais vraiment quelque chose de fort. Alors, la première vision, c'est au cœur de la compétition mondiale, nous voulons être le fournisseur préféré de nos clients. Donc ça, par exemple, la ceinture, on fait des ressorts spiralés, hein, qui vont dans les sièges, pour rappeler les dossiers de sièges de voiture. Eh bien, on veut que quand un de nos clients il veut développer un nouveau siège avec un nouveau ressort, il pense d'abord à CGR ceinture. Voilà. Et quand on regarde un peu la situation, ben on n'est pas loin d'être dans cette situation-là, par exemple pour les ressorts. Voilà. Le premier réflexe, j'ai un ressort à développer, et ben, je vais aller le développer à CGR, et en l'occurrence à ceinture, parce que c'est là au moins je suis sûr d'avoir un bon. La deuxième valeur vision qu'on veut, c'est nous favorisons l'épanouissement professionnel et personnel de nos collaborateurs. C'est-à-dire, alors tout ça, c'est dit, écrit, connu et affiché enfin, dans l'usine, et nos clients le savent, bien sûr, nos collaborateurs le savent. Donc, si quelqu'un veut évoluer, ben, si on peut lui donner la possibilité de le faire, et on l'a fait par exemple, hein, on a démarré une usine au Mexique, par exemple, en 2003. Dans la démarrée, il y avait 4 collaborateurs de Saint-Yor, dont certains des ouvriers qui sont partis en expatriation pendant 3-4 ans au Mexique, voilà, pour démarrer cette usine, qui ont énormément évolué professionnellement. Experts de nos métiers, nous voulons prendre part à l'innovation et contribuer à un monde meilleur. Bon, par exemple, si vous prenez l'automobile aujourd'hui, il y a plein d'évolutions qui sont en train de se faire par rapport à la pollution et du moteur thermique, ainsi de suite. Et bien là, on a une forte activité sur la recherche de produits, en collaboration avec nos clients, hein, de produits plus performants, moins lourds, sur les moteurs électriques, sur voilà, toutes ces choses-là. Enfin, le dernier truc, la dernière phrase de la vision, c'est « Nous voulons pérenniser la solidité financière de notre groupe pour investir dans notre futur ». C'est-à-dire, en gros, on veut gagner de l'argent pour pouvoir continuer à se développer et investir dans notre futur. Par exemple, on veut gagner de l'argent pour
innover, on veut gagner de l'argent pour continuer à se développer. Hein. On est passé, on a doublé le chiffre d'affaires en 20 ans et on a ouvert une usine au Mexique, en Pologne, en Chine. Et par exemple, on a beaucoup développé à l'international et aujourd'hui, il y a plus de monde en France qu'au moins autant, voire plus, qu'il y en avait il y a 20 ans. Donc, on a développé à l'international sans que ça ne soit pas au détriment de la France. Voilà. Donc, pour ça, il faut avoir de l'argent et l'argent, on se le gagne. Alors ensuite, on a défini les valeurs. Alors, les valeurs, on les a définies, on les a fait voter au suffrage universel. C'est-à-dire, on a proposé une liste de valeurs aux 1500 personnes du CGR, hein, les Français, mais aussi les Polonais. Et ils ont voté, et les 5 valeurs qui sont ressorties sont celles-ci. Donc, mais il y en avait d'autres qui étaient dans la liste. Hein. Par exemple, la liberté d'expression, le droit à l'erreur, le courage, l'écoute, le respect de l'outil de production, le respect des engagements, voilà. Donc, il y a d'autres. Donc, les valeurs qui ont été votées au suffrage universel, c'est l'équité, donner à chacun la chance de pouvoir évoluer et d'être traité avec la même considération, le respect et l'écoute des autres, montrer de la considération aux collègues et leurs opinions, l'honnêteté et l'intégrité, respecter les règles et les lois et les valeurs CGR, la solidarité, agir pour s'entraider mutuellement, et la responsabilité, utiliser au mieux ses compétences pour remplir la mission qui nous est confiée. Voilà, donc dans toute attitude, dans le management, dans tout ça, on peut, et souvent on revient à la fois à la vision. Est-ce qu'on va bien dans le... Hein, la vision, c'est la direction qui la fixe. Hein, donc, nous, on a fixé cette vision. Voilà, on veut aller là. Et avec telle valeur. Donc, quand, par exemple, on embauche quelqu'un, on lui dit, voilà, on veut aller là. Et puis, les valeurs à respecter. Quelqu'un qui n'est pas d'accord, forcément, il ne faut pas qu'il vienne chez nous. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de fort, et en particulier le fait d'avoir fait voter les valeurs au suffrage universel, c'est une des façons de faire que ce soit les leurs à chaque fois. Et Marc, à ce moment-là, ça nous amène aussi au fait de se dire que ces valeurs demandées dans l'entreprise ou voulues par l'entreprise sont aussi des valeurs sociétales, finalement, qui étaient en train vraiment de se forger, de se former à ce moment-là, et en tout cas d'être prises en compte, hein, qui amenait d'ailleurs à des termes, quand on parle de l'équité, on parlait beaucoup aussi du commerce équitable, donc de ce qui était aussi, par le respect et l'écoute, devenu acceptable. Et puis quand on parle de l'honnêteté, de l'intégrité, ça veut dire aussi l'exemplarité, et l'exemplarité de tout le monde, de l'ouvrier, mais aussi de l'organisation elle-même, etc. Oui, bien sûr. On est dans un prisme vraiment nouveau, et quand il est consensuel, comme vous avez réussi à le faire et de le faire accepter, ça devient le socle, je pense, de la démarche. Là. On y est. Ouais. Oui, c'est important. Ouais. C'est une étape importante dans le processus. Ouais. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à Ceinture, on a une centaine de personnes. Et on a divisé l'usine en 5 unités. Alors, c'était assez facile parce qu'on a des produits spécifiques. Donc, on a divisé en 5 unités complètement autonomes. Donc, on a supprimé les services, hein, parce qu'il y a, voilà. Et forcément, la hiérarchie est associée. Et puis, on a redécomposé l'usine en unités complètement autonomes où chaque unité a les moyens humain, matériel, pour faire l'ensemble de son... Donc, elle développe son produit, donc il y a l'ingénieur, elle fait sa qualité, il y a un qualiticien, il y a la maintenance, voilà. Donc, ils ont les moyens de leur autonomie. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens d'être autonomes et pas leur donner les moyens. Et
la hiérarchie, alors, il n'y avait plus de hiérarchie de service, par exemple, parce qu'il n'y a plus de chef de service, il n'y a plus de service. Mais s'il demandait, ça a été remplacé très souvent par ce qu'on appelle des leaders naturels ou leaders jardiniers. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est leader jardinier. C'est enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'a, mais Isaac Getz, il l'explique bien dans ses exposés, dans son bouquin. En gros, il dit, voilà, ce que fait le jardinier, c'est que quand il veut faire pousser des salades, il les met en condition de s'épanouir elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'il les met à une exposition ensoleillée, il met des condiments, des nutriments adaptés, et puis il les arrose voilà, régulièrement. Mais la salade, elle pousse toute seule. Ce n'est pas en allant lui donner l'ordre de pousser qu'elle pousse. Hein. C'est parce qu'on la met en condition. Ben, c'est un peu ça le principe, c'est le gars qui met en condition chaque personne pour s'épanouir. Et il la protège. Il la protège parce qu'il y a des filets à salade aussi, Marc. Ouais, il crée les conditions pour que. Leader naturel, c'est plus la notion de dire, bon, il y a des gens, ils ont cette capacité à être leader. Voilà, on le voit dans les vestiaires, par exemple, d'une équipe, on le voit dans. Voilà, et souvent, j'ai fait plusieurs fois l'erreur dans ma vie parce qu'on a mis des chefs, par exemple, on désignait des chefs, souvent c'était le meilleur technicien. Hein, dans l'industrie, ben, on nomme le chef, c'est la récompense du meilleur technicien. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un meilleur technicien, que vous êtes bon technicien, que vous êtes bon animateur, par exemple. Il y a des gens qui sont devenus malheureux parce qu'on les a nommés chefs alors qu'ils étaient bien, hein, en croyant les récompenser. Hein, voilà. J'ai un exemple assez marrant. Bon, c'est marrant. Quand en Pologne, on a ouvert une usine en Pologne en 2003, l'usine, et au départ, on avait mis un directeur polonais. Bon, ça s'est pas bien passé, donc très vite, on est revenu à mettre un directeur français expatrié pendant longtemps. Donc de 2003 à 2014, on avait des directeurs français expatriés qui faisaient 3 ans, quoi, donc il y en a eu plusieurs comme ça. Puis c'est quand même dit, il faut quand même arriver à mettre un directeur polonais. Donc on avait embauché un directeur d'usine qui était polonais, qui avait travaillé en France et puis qui a eu une forte expérience dans l'automobile. On avait embauché 2-3 ans avant la fin du mandat d'expatriation du dernier français. Là. Et on s'est dit, voilà, on va essayer de le préparer pour que ça soit le successeur. Et au moment où est arrivée la fin de l'expatrié français, alors l'usine avait fortement grossi. Hein. Aujourd'hui, il y a 240 personnes. Hein. On est parti avec 5 personnes et aujourd'hui, il y a 240 dans cette usine qui marche très bien. Mais l'ensemble des gens ont dit, nous, on ne veut pas d'un tel, je ne vais pas citer les noms, mais on ne veut pas de celui qu'on avait pressenti, on veut celui-ci. Voilà. Et on a réfléchi quand même, et on a mis en place celui qui était naturel, qui a été porté au pouvoir en gros par l'ensemble. Et donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'il est en place. Et ça marche super. Hein. Voilà, il réussit pleinement, il développe, il est tout à fait dans la. Voilà. Donc, c'est un exemple de leader naturel. C'est celui qui, naturellement, hein, quand on pense en demande aux gens, ça serait qui votre leader naturel, ben, ils disent c'est un tel, voilà, c'est lui le leader. Voilà. Et on appelle à l'intelligence collective aussi. Hein. Oui, et à la sensibilité, et à l'acceptation. Je ne sais pas si c'est le mot intelligence, mais voilà, ils disent oui, c'est lui ça sera lui qui naturellement. Voilà. Donc voilà, ça c'était un organigramme avant, hein, avec un directeur, enfin, vous voyez, un peu classique, des services, des sous-services, ainsi de suite. Et voilà maintenant un organigramme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ben, vous avez des unités. Hein, qui sont des. Voilà. Et puis, vous avez, par exemple, avant,
Alors, hors unité, à ceinture, il y a encore 2 personnes. Là, il y a le directeur qui est un peu… Mais au lieu d'être au-dessus, maintenant, il est en dessous. Vous voyez, il supporte. Il est là pour aider. Voilà, c'est un symbole, mais voilà. Donc, c'est un organigramme nouveau. Enfin, si on peut appeler ça organigramme. Alors, comment on a, dans le détail, comment on a construit. Chaque unité, elle construit son projet. Voilà, ils vont construire, l'unité qui fait des ressorts, par exemple, ils vont construire leur projet eux-mêmes. Tous les ans, ils se réunissent, ils disent, voilà, de quoi est fait le marché, ils étudient le marché, donc ils demandent l'aide d'avis commerciaux, ils font faire des enquêtes, ainsi de suite. Voilà. Le marché il va évoluer de telle façon, il y a tel client qu'on n'a pas. Ils font ce qu'on appelle, certains connaissent le SWOT, c'est-à-dire tout ce qui est analyse de risque, analyse d'opportunité. Donc, ils étudient tout ça et ils construisent leur business plan, hein, leur plan en disant voilà de quoi on va vivre demain, de quoi on va vivre. Voilà, le marché, par exemple, automobile, par exemple à Saint-Yor, il y a une unité qui fait des crochets d'échappement. Bon, il y a une trentaine de personnes qui travaillent sur les crochets d'échappement. Il se pose la question de la durée du moteur thermique, combien de temps il va durer, est-ce qu'il y a le temps de se retourner, voilà, il se pose toutes ces questions-là. C'est l'ensemble de l'unité, des gens de l'unité, donc l'ingénieur, le qualiticien, le gars de la maintenance, les ouvriers, les régleurs, tout le monde. Le commercial vient aussi aider. Tout le monde se pose la question, voilà, de quoi on va vivre dedans. Est-ce que les clients ils sont contents? Quels sont les marchés qui nous sont accessibles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tel service, tel client? Voilà. Donc, c'est vraiment le projet des gens. Avant, moi, le business plan, au départ, je le faisais tout seul. Voilà. Enfin, au départ, je le faisais tout seul. Puis après, petit à petit, j'ai intégré l'ingénieur, j'ai intégré d'autres personnes. Voilà, j'avais déjà pas mal avancé parce que j'avais cette sensibilité-là. Mais je connais des gens, ils le font, enfin des collègues, peut-être pas que ACGR, mais je connais des gens, ils font leur business plan tout seul uniquement pour passer l'audit. Alors ça m'a toujours exaspéré, ces trucs-là. Pour faire plaisir à l'auditeur, on fait un truc qui ne sert à rien. Bon. Donc là, c'est vraiment les gens construisent leur projet. Et moi, je pense que si on ne donne pas du sens à sa vie professionnelle, c'est très difficile de mobiliser. Donc, voilà. L'élément mobilisateur, je pense, de l'équipe, c'est vraiment le projet. Ils savent pourquoi ils travaillent et ils décident eux-mêmes de se dire, voilà, dans le cadre de ce business plan, l'année prochaine, on va essayer d'améliorer l'efficacité à tel endroit, on va faire de la productivité sur tel secteur, diminuer les rebuts, travailler sur la qualité par rapport à tel client qui nous a dit, ils étudient bien sûr, parce que la satisfaction client, c'est une porte d'entrée première, hein, c'est-à-dire que voilà, pourquoi le client il n'a pas été très content, enfin, voilà, donc comment on peut travailler pour s'améliorer. Voilà, donc ça c'est le premièrement, très très important. Deuxièmement, on fait confiance à l'intelligence et à la capacité des hommes sur le terrain. Alors ça c'est, par exemple les congés. Hein. Les congés avant, c'était service RH qui gérait, qui coordonnait tout ça. Moi, je signais, je validais, par exemple, les congés. Ouais. Maintenant, les congés, c'est, par exemple, il y a une unité qui travaille pour Toyota, il regarde quand est-ce que Toyota, il regarde les besoins. Donc, s'il y en a un qui veut prendre, par exemple, la semaine prochaine, il veut prendre une semaine de congé. Il discute avec ses collègues et il dit, voilà, la semaine prochaine, il y a ça, ça et ça à faire. Est-ce que c'est compatible? Si je prends une semaine, toi, tu pourras m'occuper de ça. Voilà. Ils s'organisent entre eux
bien sûr, en regardant les besoins du client, et puis ben, il gère entre leurs congés. Bon, après, il fait une fiche, il régularise, il donne ça pour que ça soit pris en compte, mais c'est eux qui gèrent leurs congés. Alors, les embauches. Alors, les embauches, c'est marrant parce que avant, forcément, c'est moi qui embauchais parce que j'étais le directeur, j'étais le gars le plus intelligent, ainsi de suite, sûrement, hein, peut-être. Et puis, avec les RH, bon, j'ai impliqué peut-être un chef de service, voilà. Mais j'ai embauché, on embauchait. Et puis après, eh ben, forcément, si on embauchait par exemple un technicien pour aller dans une unité, eh ben, on le donnait à ses collègues. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, c'est que la réussite d'une intégration ou pas, ça se passe dans les 8 premiers jours. Et souvent, parce que le gars, quand il arrive le premier jour, il est, pour revenir aux catégories précédentes, il est activement engagé. Hein, c'est-à-dire qu'il a envie de s'investir, ainsi de suite. Au moins, quand il arrive, il dit « je veux tout faire pour réussir ». Et très souvent, il bascule dans une autre catégorie, alors soit la 2, soit la 3, parce que bah, les 8 premiers jours, ça ne se passe pas très bien. Alors, ça peut se passer pas très bien, parce que le monde de l'entreprise, c'est un monde assez dur. Hein. C'est un peu comme les cours d'école, des fois, de récréation, hein, où il y a le gars, des fois, rien qu'à sa tête, il ne plaît pas à son collègue, il le voit arriver de loin, il dit ouais, celui-là, on va le mettre à l'épreuve, on va le tester. Enfin, des trucs cons comme ça, mais ça existe. Hein. J'en ai vu plein de fois. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on fait maintenant, c'est que les gens, les collègues, ils participent à l'embauche. Donc, ils disent oui, nous, on a besoin de quelqu'un. Donc, c'est eux qui aussi participent à l'expression de ce besoin. Et ils savent aussi que s'il y a un gars en plus, bah, ça diminue, ça augmentera la masse salariale. Enfin, et puis, ils participent à l'embauche. Et s'ils disent oui, nous, au moment du recrutement, bon, on va choisir celui-là, automatiquement, ils sont impliqués et ils vont tout faire pour l'aider à réussir. Alors, ça ne veut pas dire que c'est difficile l'embauche, mais le fait qu'ils soient impliqués dans le processus de recrutement, ça leur donne l'obligation morale de tout faire pour l'aider à réussir son intégration. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Alors, pareil pour les investissements. Une question, Marc, juste sur les embauches. Dans la formulation des annonces, est-ce que vous évoquez le fait que vous êtes dans cette démarche ou pas? Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas. Pas sûr. Et puis, c'est pas sûr non plus. J'ai discuté avec Patrice là, de la question de savoir si si ça aidait ou pas. Les gens qui sont chez nous, ils sont mieux d'être chez nous, mais je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils sont venus chez nous. Voilà, je ne sais pas répondre à ça. Et puis peut-être une question qui peut aller avec, finalement, est-ce que le recrutement, il ne vient pas à travers aussi la relation directe que les gens peuvent avoir avec l'extérieur? C'est-à-dire, est-ce que vos salariés ne sont pas aussi des prescripteurs des postes à pourvoir? Peut-être, oui. Nous, ce qu'on sait, j'ai posé ces questions à Patrice, mon successeur. Là. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on a des intérimaires et on sait que, de par la boîte d'intérim avec qui on travaille, on sait que les intérimaires, ils se sentent mieux chez nous qu'ailleurs. Voilà. Mais on ne sait pas dire si ça aide ou pas au recrutement. Mais c'est peut-être vrai, mais on ne sait pas. D'accord. Alors, je reviens sur les investissements. Pareil, hein, les investissements, avant, bah, c'est comme l'embauche. Moi, je faisais les investissements avec un ingénieur. Voilà, je choisissais la machine. Voilà. Mais souvent, l'acceptation de la machine, elle ne dépend pas que de la qualité de la machine. Elle dépend aussi de la volonté de l'opérateur ou du technicien à vouloir, parce qu'il y a toujours des raisons de… Donc, s'il est impliqué dans l'investissement, dans le choix, donc aujourd'hui, on implique beaucoup plus les gens dans les choix d'investissement. Donc, forcément, même quand il y aura un problème, eh bien, ils vont faire l'effort de tout faire pour le résoudre et ils ne vont pas dire « Ah oui, mais c'est encore les bureaux ou c'est encore le chef. » Voilà. Donc, ça, c'est très, très fort, ce genre de… Et on étudie à chacun la façon dont il peut
peut s'épanouir au mieux dans le cadre de… Voilà, donc permettre à chacun de s'épanouir. Alors, il y a des gens, plusieurs fois, il y a plusieurs qui m'ont posé la question, ouais, mais ça c'est bien avec des gens qui ont une certaine éducation, un certain niveau, ainsi de suite. Alors, c'est pas… Ça marche avec tout le monde, hein. Même, chacun bien sûr à son niveau, hein, mais même avec des opérateurs, il y a des… Moi, j'ai des exemples qui m'ont beaucoup marqué, c'est que, notamment en Finlande, il y a une société qui est citée dans le bouquin d'Isaac Getz, une société de nettoyage de bureaux. Alors, c'est une grosse société, hein, il y a 10 000 salariés, qui est managée de façon entreprise libérée, où la femme de ménage, elle a été formée, elle a une formation économique, et elle sait que… Elle sait faire une vie, elle sait que ça coûte tant, la partie transport, la partie frais généraux, la partie salaire, elle connaît tout son vie. Et quand elle est chez le client en train de faire le ménage, elle est capable de proposer, par exemple, une amélioration en disant, écoutez, monsieur, d'abord, si je vous fais par exemple tel service en plus, ça vous coûtera seulement 2 € de plus par semaine ou par mois. Voilà, elle a toute cette notion et elle est impliquée dans le processus commercial, bien sûr. Elle fait aussi la partie commerciale en plus de faire le ménage. Pourtant, on peut considérer que le métier de femme de ménage, ce n'est pas un métier très, très valorisant et très, très haut de gamme, hein. Et voilà, donc il n'y a pas de… quand on parle, par exemple, de budget, hein, bon, une mère au foyer célibataire avec 2 enfants qui élève ses 2 enfants avec un salaire à 1 300 ou 1 400 €, elle sait sûrement gérer un budget, hein, faut pas… Voilà, donc on sous-estime souvent la capacité des gens, voilà, parce qu'ils n'ont pas fait peut-être les mêmes études suffisamment. Enfin voilà, souvent on sous-estime la capacité des gens et c'est peut-être pour ça qu'on ne leur fait pas confiance ou qu'on ne croit pas qu'ils sont capables de confiance. Et qu'ils ont réglé peut-être ailleurs, dans une autre sphère, des problèmes plus compliqués et que finalement, ce qu'on leur demande, ils vont le faire sans grande difficulté, quoi. Je veux dire, ne pas sous-estimer l'autre. Voilà. Donc, ensuite, alors, on a mis le client au centre de l'entreprise. Le vrai patron, c'est le client. Celui qui donne du boulot, qui fait la paye à la fin du mois, c'est lui. Donc, c'est avec lui qu'on va construire notre avenir. Donc, le client, il est vraiment au centre du… Et ça, pour tout le monde. Il n'y a pas un service qui gère les clients. Non, le client, il est au centre. Et on va le voir juste après. Mais, par exemple, l'information, il faut qu'elle soit accessible. Par exemple, s'il y a des problèmes de livraison, des problèmes de qualité, il faut que les premiers informés ne soient pas le PDG ou je ne sais pas qui. Il faut que ce soit les acteurs qui font que, déjà, c'est eux qui ont eu le problème et c'est eux qui doivent le traiter et qui doivent le réparer, enfin, ainsi de suite. Donc, le client, toutes les informations clients, elles sont directement accessibles auprès des gens auprès des gens très, très… bon. C'est évident, mais c'est quand même mieux de le dire. Le rôle de la direction a été revu. Donc, je mets ça, mais garant du projet, le directeur passe beaucoup de temps à l'écoute et fait principalement du coaching et de l'accompagnement. Tout ce qu'on vient de dire, là, c'est une révolution culturelle, hein. Beaucoup de gens, quand on a fait ça, étaient, même je parle des gens bien, hein, même des gens bien, n'étaient pas demandeurs, hein. Quelqu'un qui a été habitué à travailler pendant 20 ou 30 ans à exécuter des ordres, et on lui dit maintenant, on ne te donne plus d'ordres, c'est toi qui es autonome, enfin on dit à l'équipe, mais c'est pas… excusez-moi, c'est pas du tout, c'est pas évident pour lui. Donc, il a besoin d'être accompagné. Il y en a qui mettront beaucoup de temps et il y en a même qui arriveront peut-être pas. Ouais. Donc, voilà, ça c'est un rôle. Alors, c'est le rôle premier de la direction.
Voilà. Alors, résultat, ça marche. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Alors, je vous ai expliqué qu'il y a une unité vraiment qui travaille beaucoup avec Toyota. Eh ben, elle a reçu le prix du fournisseur Toyota, donc Toyota dans le nord de la France, là, à Valenciennes, pour des pièces pour la Yaris. Ils ont reçu là le prix du fournisseur le plus performant en qualité. Ils ont été, alors ça c'est marrant, mais en 2017, enfin c'est marrant, en 2017, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent pour la Yaris à Saint-Thior. En 2017, il y a eu le lancement pour renouveler la Yaris qui est sortie là, au mois de septembre 2020. Et donc, les 15 personnes de CGR Saint-Thior, de l'unité fil, savaient que si elles n'avaient pas le renouvellement du marché, elles perdaient leur boulot. Alors, c'est voilà, simple, hein, mais c'est quand même fort. Et donc, ils ont travaillé avec Toyota. Ils sont allés, c'est les ingénieurs, bien sûr, mais aussi les ouvriers. Hein. Ils sont allés à Valenciennes, ils ont travaillé avec le client, avec les ingénieurs Toyota. Et puis, avec beaucoup de travail et d'amélioration, ils ont obtenu le marché de la nouvelle Yaris. Voilà. Et maintenant, ils se sont gagnés un avenir pour les 5-7 ans qui viennent. Donc voilà, ça c'est superbe, je trouve. Il a été créé là, il y a un peu plus d'un an, une unité produits nouveaux. Donc il y a 4-5 salariés à Saint-Thior sur les 100 qui travaillent pour développer avec des clients des produits pour les produits du futur, hein, c'est-à-dire sur des moteurs électriques, sur des échangeurs thermiques, voilà, le jour où il y aura plus d'électrique et moins de thermique. Donc ça, ils sont déjà voilà, à travailler sur des produits les voitures du futur. Plus globalement, dans un marché automobile à forte évolution technologique, on a gagné en agilité. Ça, c'est très important, surtout dans les périodes actuelles. On est très adaptable, vous voyez, à ça. Et dans un marché très concurrencé, ben, voilà, Saint-Thior maintient une activité forte et rentable. Hein. Voilà, aujourd'hui, ils tournent à plein pot là, hein, au mois de décembre. Je crois qu'ils vont même peut-être travailler entre Noël et le Nouvel An parce qu'ils ont plein de boulot. Alors, je l'ai expliqué aussi, mais un peu, ça a facilité la transition avec mon successeur qui adhère totalement à tout ce que je raconte et qui a même continué à développer, même mieux que moi, enfin voilà, tout ce processus-là et voilà, qui réussit. Et ça, c'est très, très, très fort hein, parce que enfin, tout le monde connaît des successions ou des remplacements qui se passent mal, hein, y compris d'ailleurs il y a des entreprises qui étaient en mode entreprise libérée, puis la succession s'est pas très bien passée, et puis ça s'est cassé la figure, et ça peut être dramatique. Bon, là en l'occurrence, c'est réussi. Et beaucoup de collaborateurs ont basculé dans la catégorie activement engagés et sont heureux de travailler à CGR. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, je ne sais pas si c'est important ou intéressant, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y en a. Je connais des noms individuellement en disant celui-là, c'est sûr qu'il était désengagé, même activement désengagé, et maintenant il est dans la catégorie désengagé. Ça, c'est évident. On peut imaginer aussi que toute cette démarche donne aussi une culture salariale qui sera plus propice à aussi une démarche entrepreneuriale, peut-être un jour ou l'autre chez ces salariés. Parce que quand même, ils vivent le cycle quasiment complet de l'entreprise, hein, de sa production, de sa gestion, de sa relation client. Et puis, j'avais aussi une petite remarque dont on n'a pas beaucoup encore parlé, c'est les administrateurs. Comment ils ont accompagné ou vécu cette démarche? Parce que dans une société comme celle-là, leurs décisions comptent beaucoup aussi. Bon, alors, les actionnaires CGR, c'est une société familiale. Donc, hein.
actionnariat familial. Donc, le patron, le PDG, Joseph Barocchi, il détient 80%, je crois, 80 et quelques pourcents, je n'ai plus les chiffres par cœur, mais de l'actionnariat. Ensuite, il y a le DG et puis des cadres qui en détiennent une dizaine de pourcents, et puis un autre. Bon. Donc, comment? C'était sans doute plus facile. Déjà, il faut savoir une chose très importante. Alors, en particulier, j'en avais discuté avec Bertrand Ballarin de chez Michelin, c'est que M. Barocchi, donc le PDG qui a un peu créé, enfin, il avait repris cette boîte en 92. À l'époque, il y avait, je ne sais pas, il y avait peut-être 200 ou 300 personnes. Et puis, je n'ai plus les chiffres, c'était en francs à l'époque, mais bon. Quand il a repris cette boîte, il a eu dans sa philosophie, il avait la notion de dire « je veux que chaque usine soit gérée comme une PME, soit complètement autonome ». Donc, depuis toujours, enfin moi je suis rentré en 97, lui il a créé en 92, moi je suis arrivé en 97. Donc, chaque usine, elle avait tous les pouvoirs, toute l'autonomie. C'est elle qui faisait ses prix, qui a son compte de résultats, c'est un centre de profit, elle fait ses prix, elle règle ses problèmes. Voilà. Le service central, il est très, très limité. Bon, il y a la finance, la trésorerie, on va dire, et puis il y a des services centraux, mais par exemple, il y a un service commercial. Un commercial, par exemple, qui travaille pour toutes les usines CGR. Il y a le commercial Toyota, quand il vend des pièces de ceinture, il travaille pour. En fait, il est au service de ceinture, intégré dans l'équipe ceinture. Il ne vit pas ici, mais voilà. Mais, par exemple, ce n'est pas lui qui fait le prix. Il n'a pas pouvoir de dire je fais tel prix. Son pouvoir, c'est une mise en relation plutôt. Il est facilitateur et puis il coordonne l'action chez Toyota de toutes les usines CGR. Mais donc chaque usine, enfin chaque directeur d'usine avait tous les pouvoirs. Mais souvent, enfin, quand je suis arrivé, c'était même tout partout, cette autonomie s'arrêtait au directeur. C'est-à-dire que le directeur, il avait tout pouvoir, mais souvent, il le gardait pour lui et puis après, il gérait comme à l'ancienne. Voilà. Et ce qui a été fait à Saint-Thieur, ça a été fait. Alors, le DG a une sensibilité assez, enfin, un peu comme la mienne, quoi. Et puis le PDG, il voulait que le directeur ait cette autonomie, mais il n'était pas forcément leader sur le fait de déployer beaucoup plus loin. Mais maintenant, enfin, j'ai encore discuté il n'y a pas longtemps avec lui, là, il est partant pour dire que c'est vrai que c'est beaucoup plus, enfin, ça va plus loin et c'est mieux. Voilà. Donc c'est vrai que par rapport, alors je discutais avec Ballarin parce que Bertrand Ballarin, quand je l'ai vu en 2016 chez Michelin, il me disait l'usine Michelin, c'est géré comme un centre de coût, pas comme un centre de profit. Alors que il me dit, vous ne vous rendez pas compte déjà l'avantage que vous avez. C'est vrai que lui, il part très loin. En plus, il y a des très grosses usines où il y a plusieurs milliers de personnes. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué chez Michelin que chez CGR. Je continue? Bien sûr. Alors, je me suis posé, on m'a posé pas mal de questions. J'en ai mis quelques-unes là. Je vais faire la réponse et puis après, vous pourrez bien sûr poser des questions. C'est l'occasion justement d'utiliser la petite fenêtre pour ceux qui auront des questions complémentaires et qui auront peut-être recroisé celle-là. Mais si certains ont besoin, ils peuvent écrire et on les complétera avec vos réponses. Merci. Alors, y a-t-il un moment opportun pour lancer une telle démarche? En période de crise, de stabilité, je ne sais pas. Alors, il y en a une, oui, il faut impérativement, c'est le moment où le dirigeant, il est convaincu, prêt, déterminé. Sinon, il ne faut pas commencer. Mais après, peu importe. Bien sûr qu'il faudra adapter la démarche mais il y a eu dans le bouquin de Gates, par exemple, Liberté et compagnie, il y a des par exemple, Harley Davidson aux États-Unis, ils ont
ils étaient en dépôt de bilan quand ils ont lancé le processus. Il y en a d'autres, Gore-Tex, il a lancé ça, lui, au début, en créant en créant sa société. Il y en a d'autres. Enfin, il n'y a pas de. Par contre, il faut que le dirigeant il soit prêt, convaincu. Voilà. Sinon, c'est ça la seule, pour moi, à mon avis, la seul impératif. Alors, combien de temps pour mettre en place cette démarche? Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les histoires Fernand-Reynaud, mais c'est un peu comme celle du temps pour que le fût du canon il se refroidisse. C'est un certain temps. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. L'important, c'est la dynamique. Le temps, ça va dépendre de la capacité à chacun à adhérer au projet. Et puis, comme on parle de révolution culturelle, il faut accepter que ça puisse durer longtemps. Par exemple, à Saint-Yeure, il y a 5 unités. Il y en a une, elle est allée très vite parce que plus ou moins, ils étaient déjà, on le faisait sans le savoir, ils étaient déjà autonomes parce que leur personnalité, tout ça faisait que. Donc, au bout de quelques mois, ça y est, ils étaient déjà partis. Et puis, une autre unité, elle n'est pas encore complètement finalisée. Voilà, ça fait 3-4 ans. Donc là, il n'y a pas de. Ce qui compte, mais il faut que le dirigeant, quand il s'engage là-dessus, il ait bien conscience de ça. Ça va durer un certain temps. Et il faut que ce soit lui qui accompagne ça et qui aide les gens, qui accompagne ce processus. Et il faut qu'il ait le temps, la détermination. Voilà, il faut accepter que les gens ils mettent 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, il y en a d'autres, ils n'y arriveront jamais. Il faudra peut-être dire, lui, bon, il a 2 ans de la retraite. Et c'est un bon technicien, c'est un bon gars. Donc, voilà, on va continuer. On va attendre qu'il prenne sa retraite et puis on évoluera. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas de. La seule obligation, c'est d'être. De maintenir la dynamique et d'accepter que, voilà, il faut un certain temps. Oui, mais il y a quand même une question qui est sous-tendue à celle-là, c'est que quand on passe d'une organisation à une autre, là, cette réponse que vous venez de nous faire, Marc, c'est bien, mais elle nous dit surtout, c'est l'acceptabilité pour une des personnes de l'équipe, parce que quand on a déstructuré tous les services support et qui sont en fait intégrés, on a changé beaucoup de choses, quoi. Donc, il faut une force quand même de chaque unité pour être capable d'encaisser, entre guillemets, peut-être la difficulté de certains à rentrer dedans, quoi. C'est vrai, mais si par exemple il y a une unité où ça ne marche pas bien, là, le directeur, il va falloir qu'il s'investisse personnellement en décidant lui-même, en attendant que les gens soient autonomes pour que ça vive, quoi. C'est-à-dire, et en aidant, y compris en aidant de façon opérationnelle, peut-être. Voilà. Il n'y a pas de. C'est sûr qu'il ne faut pas arrêter de livrer les clients, il ne faut pas arrêter de. Donc, voilà, ceux qui sont très vite autonomes, ils les laissent faire, mais ceux qui ne le sont pas, il va falloir les aider, y compris dans l'opérationnel, peut-être. Oui, en tout cas, ça revient bien à la première question de l'engagement du dirigeant et de sa conviction, de sa force et aussi du fait que ce n'est pas de la magie. Il va falloir attendre et être au chevet de la démarche. Et puis il faut qu'il y croit, parce que s'il y croit qu'à moitié, très vite lui-même il va dire ça ne marche pas, j'en reviens en arrière. Alors, il vaut mieux pas partir. S'il n'est pas prêt, le mieux c'est quand même de ne pas commencer. S'il ne se sent pas prêt, voilà. Ça, c'est ça qui est un peu délicat. Et moi, je connais des dirigeants, je pense qu'il ne faut pas qu'ils démarrent, ils n'y arriveront pas. Qui sont par ailleurs des gens bien. Alors, des erreurs à ne pas commettre. Alors, tricher ou manipuler les personnes. C'est-à-dire, si toute la démarche, elle est basée sur la confiance. Donc, alors ça va dans tous les sens, la confiance, mais si la personne, elle sent que vous trichez ou vous la manipulez, ça casse tout. Donc ça, il faut bien être conscient de ça. Les impératifs,
Alors, voilà, le client, interne ou externe, parce que des fois, voilà, c'est toujours, on travaille pour un client, voilà, c'est lui le patron, hein, le vrai. Alors, j'en ai mis une autre, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir des unités trop grandes, hein, parce qu'il faut que ça reste. Moi, j'ai mis 40 personnes, mais 10, 20, c'est bien, quoi. Enfin, on ne peut pas avoir une unité à 1000 personnes, ça n'existe pas parce que les gens ne se connaissent pas. Après, voilà, on ne peut pas créer une équipe soudée si la taille est trop grande. Ça, c'est un impératif, je pense. Alors, notre personne, quelle est la réaction du CE et des syndicats? Moi, j'ai un peu, enfin, dans d'autres expériences antérieures, j'ai beaucoup un peu souffert des syndicats à la française qui sont souvent éloignés le dialogue social, il est loin du terrain. Et là, il y a beaucoup de choses dans le dialogue qu'on rapproche du terrain. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses sur l'organisation du travail, sur les horaires, voilà, sur la flexibilité des horaires, tout ça. Qu'on rapproche en disant, voilà, organisez-vous comme vous voulez, quoi. Donc, ça remet en cause beaucoup le rôle des syndicats et traditionnels à la française qui étaient bon, loin du terrain, moi je pense. Et donc là, maintenant, comme il y a beaucoup de dialogues qui rapprochaient du terrain, et ben, toute cette notion enfin, cette façon de dialoguer va évoluer, c'est sûr. Alors, après, chacun, c'est pareil, il n'y a pas de réponse universelle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fait évoluer le dialogue social. La réponse, comment après le rôle du CE, des syndicats, comment ça fait partie voilà, du changement, hein, d'accompagner le changement aussi, de la même façon que dans l'évolution culturelle, eh ben, il y a ces données à prendre en compte. Mais moi, je pense que tout ça va aller dans un sens d'une meilleure relation. Il faut bien sûr, il ne s'agit pas d'enlever le CE et les syndicats, mais ils ont un rôle différent et peut-être moins s'occuper de choses qui auraient dû être réglées plus sur le terrain ou plus par l'équipe, quoi. Voilà, donc, moi, c'est des questions que j'ai mises là. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des remarques, des désaccords Voilà, je ne sais pas quelle heure, il est midi 10, là. Si vous avez des questions. Il est 12h12, on est censé finir à 12h15, c'est magnifique. Non, il n'y a pas de questions actuellement formulées, mais je pense que vous avez répondu à beaucoup de choses. On peut se garder un petit moment si quelqu'un veut finir d'en poser. Les fenêtres sont ouvertes pour ça. Je vais en poser une. Bonjour Marc, c'est Bernard Jacquard. Là. Merci. Il me plaît beaucoup et je reconnais beaucoup de choses dans tout ce qui a été dit. Je vais juste poser une question. La politique salariale, comment tu peux dire deux mots là-dessus? Et puis, un autre sujet aussi, ce qui n'est pas sans doute négatif, il y a une certaine idée de compétition entre les équipes qui est peut-être une forme d'émulation aussi. Voilà. Alors, sur la politique salariale, c'est un sujet qui est encore. Enfin, ce qu'on pratique, nous, ce qui est pratiqué, c'est qu'il y avait déjà, disons, une prime d'efficacité par usine, on va dire, hein, liée à. Donc, ça, c'est toujours. C'est-à-dire, plus là. Les gens savent, alors il y a par exemple l'intéressement, la participation qui est donnée à, enfin, il faut que l'usine elle soit à un niveau de rentabilité suffisant, quoi. Mais ce qui est le cas, donc les gens déjà ils savent que bon, pour avoir l'intéressement, il faut avoir un certain niveau, donc ça c'était déjà. Deuxièmement, il y avait une prime de productivité usine, hein, qui est liée à l'efficacité.
Troisièmement, alors, les gens, ils sont de plus en plus, je pense, ils connaissent de plus en plus la réalité. Par exemple, je prends l'exemple de Toyota. Donc, bien sûr, un des gros discussions qu'il y a eu, c'était le prix. Hein, et la décomposition du prix, par exemple, faire un devis, ça c'est intéressant. J'ai parlé de la femme de ménage, mais les gens, ils savent très bien qu'un devis, il y a telle part matière, telle part main-d'œuvre, telle part frais généraux. Donc, déjà, il y a cette culture de plus en plus forte là-dessus. Et ce qui est nouveau, je dirais, depuis un an ou deux, là, c'est que suivant les résultats, il y a aujourd'hui une prime, enfin une prime, je ne sais pas le terme exact qu'il utilise, qui est donnée. D'ailleurs, Patrice, d'ailleurs, à mon successeur, je ne sais pas s'il est présent là. Il devait être présent, mais comme il a été obligé d'être. Je crois l'avoir aperçu. Hein. Donc, si Patrice est là, effectivement, il peut se Voilà, si manifester. Patrice est là, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, et puis si j'en ai une, tu vas la corriger. Ce qui a été fait, c'est qu'il a été donné une prime les 2 dernières années. Alors, cette année, je ne sais pas, mais il ne sait peut-être pas encore, lui, ce qu'il va pouvoir faire, mais une prime en disant, voilà, on donne, par exemple, 300 € ou 400 € de prime à tout le monde pareil. Donc, il y a une notion de plus en plus, mais c'est un sujet qui n'est pas complètement… enfin, voilà, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas encore un sujet qui soit évolutif. Ce qui est sûr, c'est que les gens ont tout à fait conscience que plus l'entreprise est en bonne santé, plus ça a de chances d'être profitable pour eux. Alors, et bien sûr, je ne parle pas des évolutions individuelles qui font que si la personne, on lui donne la possibilité de progresser individuellement en la formant, en envoyant ainsi de suite, ça permet aussi aux gens, à la personne d'évoluer individuellement dans son salaire et dans ses conditions salariales. Et la deuxième question que tu avais posée, Bernard, c'était… Bernard, le micro. Voilà, j'ai mis le micro en marche. C'était une idée de compétition saine, hein, je n'ai pas dit malsaine, entre les équipes. Je pense pas que, enfin, bon, si Patrice, il pourra mieux répondre que moi, peut-être, mais je pense pas que chaque usine, elle essaye de vivre bien de ce qu'elle fait. Mais voilà, enfin, chaque unité. L'unité qui fait des bras, bah, elle vit des bras d'essuie-glace. Et elle essaye de bien vivre. Alors après, c'est pas chaque unité, il n'y a pas des cloisons. Hein, par exemple, il n'y a pas des cloisons entre les unités. Hein, il n'y a pas des murs. Il y a même des gens. Hein, par exemple, quand il y a une personne, par exemple, je prends l'exemple qualité, hein, une personne qui a la compétence qualité, elle peut être membre de deux unités. C'est-à-dire, elle dit, bon, bah, par exemple, le matin, je suis dans l'unité ressort, et puis l'après-midi, dans l'unité bras, ou l'inverse, où ils s'arrangent comme ils veulent. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas cette notion de barrière, et il y a aussi cette notion forte, par exemple, l'unité qui travaille sur les produits nouveaux. Tout le monde sait que on ne sait pas ce qui va aboutir, ce qui va sortir, mais tout le monde sait que c'est pour le futur de l'usine. Hein. Après, l'important, c'est qu'il y ait du boulot pour 100 personnes de façon profitable dans 2 ans, 5 ans, voilà, hein, ou plus. Mais non, je ne crois pas qu'il y ait de compétition au sens malsain du terme, mais chacun sait que l'autre travaille pour sa réussite propre, donc ça va profiter à la réussite de tout le monde. Ça, je pense que c'est bien partagé, ça. Marc, 2 autres questions. Il y en a une qui concernait les IRP, de savoir comment ça s'était passé. Et puis aussi la réaction des niveaux intermédiaires comment les niveaux intermédiaires de l'entreprise ont vécu aussi ce changement. Bah, il y a eu, bon, globalement, comme moi j'avais une sensibilité un peu forte à ça, j'avais sûrement fait des choses avant sans le savoir, et puis on avait un terrain propice. Mais effectivement, j'ai quelques personnes comme ça qui sont plus ou moins rentrées. Je connais quelques personnes qui sont plus ou moins rentrées. Après, on le gère individuellement. Hein, c'est-à-dire, j'ai expliqué, même si une personne elle est à 2 ans de la retraite et si on voit qu'elle aura du mal, eh ben, on va vivre avec. Et puis, voilà, on va la considérer, la respecter. Et puis, au moment de faire le changement, ben, on essaiera de ne pas se tromper, enfin de le faire
dans le sens de l'histoire, quoi. Donc voilà, c'est là où il ne faut pas être trop… Il n'y a pas de réponse universelle. Hein. Les gens, c'est des individus, ils sont différents les uns des autres. Il faut être respectueux des gens. Puis effectivement, il y a aussi des gens où on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait jamais et d'un commun accord, on s'est séparés. Oui. Merci. Patrice, tu es là? Non, Patrice n'est pas là, il s'est a priori déconnecté. Donc, Patrice n'est pas là. Il est au siège, là. On doit être pensé pour lui parce que… Voilà. Écoutez, Marc, merci beaucoup de cette belle présentation. Moi, j'en ressors que CGR, c'est une entreprise qui ne manque pas de ressort ni pour ses clients ni pour son personnel, hein, et dans sa démarche. Et ça, c'est plutôt rassurant. Merci de ce retour très libéré, puisque c'est très facile et plus facile sans doute même de parler de tout ça quand on a pris le recul. Et ça nous permet de voir aussi qu'avant de prendre ce recul, il faut assurer des transmissions et que de préparer son successeur à une démarche à laquelle on peut croire n'a de valeur que si les autres se mettent à y croire aussi. Donc, c'est tout un processus d'équilibre, hein, que vous avez aussi su pressentir et gérer. Et je trouve que cet exemple était très intéressant dans le cadre de l'association des interpreneurs, qui montrait qu'il y avait des prismes un peu différents dans lesquels on pouvait s'inscrire. Et j'en retiens quand même qui, à mon avis, fera école, c'est que quand on parle de l'attractivité des entreprises et celle des territoires, je crois que la démarche interne d'une entreprise compte beaucoup. Et celle-là, elle est peut-être vécue aujourd'hui par les intérimaires, mais en tout cas, ils savent de quoi il ressort. Et je pense que le jour où il y a des postes à prendre, vous avez d'abord un stock d'intérimaires qui seront peut-être capables de les prendre, et puis des salariés qui seront aussi capables d'être des prescripteurs. Et puis, à force de le dire et de le comprendre, de comprendre que CGR, c'est une bonne maison, et que s'il y a des gens qui veulent aller dans cette démarche, ils savent aussi où vous trouver pour aussi y réfléchir et avancer dans cette direction. Voilà, donc je voulais vous remercier vraiment de cette très belle prestation et de cette très belle présentation, de remercier les gens qui se sont joints à nous et qui seront aussi du coup les promoteurs de cette idée dans leur cercle. Merci beaucoup Marc, au plaisir de vous retrouver les uns et les autres. Merci à tous, au revoir, bonne journée, bon appétit.